Ça y est, toi aussi tu déménages en Corée du Sud, félicitations. Et en tout cas, si tu voulais savoir quelles sont les démarches à faire, tout ce qui est logement, travail, téléphonie, etc., je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir, c'est Nelly de No Jam Nelly. Je suis là pour cette deuxième partie sur le PVT en Corée du Sud, spécifiquement pour vous parler de tout ce qui est installation en Corée du Sud, comment on fait, quelles démarches, etc. Et bien évidemment, comme j'ai dit dans l'introduction, ça peut aussi servir à d'autres personnes qui s'installent en Corée du Sud, mais on va quand même mettre l'accent sur le visa PVT dans cette deuxième partie. Alors, c'est parti pour cette deuxième partie sur le PVT en Corée du Sud. Quand même, il faut savoir que avant de partir, on a bien des choses à préparer, hein. Ça, vous savez tous. Avant de partir, il va bien falloir que vous prépariez des choses pour que votre installation se fasse dans les meilleures conditions. Aussi parce qu'il y a des choses que vous ne retrouverez pas en Corée du Sud, etc. Donc, il faudra bien vous préparer. De quoi vous aurez besoin avant de partir en Corée du Sud? Bien évidemment, en toute logique, il vous faudra un endroit où dormir quand vous arriverez à Séoul. En tout cas, si vous ne voulez pas aller dormir sous un pont de Séoul quand vous arrivez, je vous conseille de réserver un logement pour quelques semaines. D'ailleurs, n'essayez pas de trouver votre logement définitif. Vous risquez de tomber sur une arnaque, vous risquez de tomber sur des logements qui, une fois que vous allez emménager à l'intérieur du logement, le logement ne vous plaira pas. Donc, je vous conseille bien évidemment de prendre un petit logement, un logement temporaire. Ça peut être une auberge de jeunesse ou un gochitel par exemple. Un gochitel, c'est le mélange entre le gochiwon et l'hôtel, ou encore un hôtel bien évidemment. Des logements que vous pourrez retrouver bien évidemment sur les sites que vous connaissez comme Airbnb ou Booking.com. Moi j'utilise beaucoup Booking.com, j'arrive à trouver souvent des petites choses pas chères et en plus ça vous donne des réductions par la suite si jamais vous allez beaucoup voyager par exemple en Corée, ça vous donnera des réductions pour vos prochains hôtels, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type de site. Ensuite, maintenant, on va parler de ce qu'il vous faudra dans votre valise pour la Corée du Sud. Tout simplement, on va commencer par tout ce qui est documents importants. Je vous conseille de toujours avoir une photocopie de votre passeport sur vous, dans vos affaires, on va dire, donc dans votre valise, ainsi qu'une copie de votre assurance et de tout autre document dont vous aurez besoin éventuellement en Corée du Sud. Je vous conseille aussi d'avoir les photos de ces documents dans votre téléphone, surtout votre pièce d'identité parce que voilà, si on vous demande et que vous ne l'avez pas forcément sur vous, au moins vous avez la photo. Ça peut vous servir pour aller en boîte de night, voilà, même si certaines boîtes vous refusent d'entrer. Donc je vais aussi vous conseiller d'avoir une seconde pièce d'identité, type carte d'identité ou permis de conduire, même si le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité à proprement parler en France. Ça peut être considéré comme une pièce d'identité en Corée du Sud puisqu'il y a votre nom, votre prénom, votre tête, votre date de naissance. Et par exemple, ça peut servir quand vous allez en boîte, etc. C'est assez facile et pratique à transporter partout. Donc, je vous conseille d'en avoir une. En tout cas, ça vous servira jusqu'à ce que vous ayez votre carte de résident. Ensuite, chose très, très, très importante, si vous avez des médicaments, même si normalement vous êtes censé être en bonne santé, vous pouvez avoir des médicaments qui vous sont prescrits, n'importe quel type de médicament. Ayez l'ordonnance soit sur vous ou soit dans votre valise, comme ça si jamais on vous demande « et c'est quoi ce médicament ?» etc. quand vous rentrez sur le territoire. Je ne sais pas si on fait une fouille de votre bagage, etc. Normalement, ça arrive très peu. J'ai jamais vu, en tout cas pour la Corée du Sud. Mais voilà, on ne sait jamais si ça vous arrive. Au moins, vous avez votre ordonnance. Vous pouvez prouver quel type de médicament c'est. Et surtout, je pense à la contraception pour les femmes. Je vous conseille, il me semble que c'est possible, de préparer toute sa contraception pour l'année entière. Oui, puisqu'on est dans le cadre du PVT, donc 1 an. Hein. Voilà, vous préparez votre contraception pour 1 an, puisque si vous arrivez en Corée et que vous voulez avoir votre contraception, ça risque d'être un peu galère. Il va falloir que vous trouviez un médecin qui vous parle en anglais et aussi vous aurez forcément des frais parce que tout ce qui est féminin en général n'est pas remboursé, surtout quand c'est du confort. Hein. Recevoir la pilule, c'est du confort, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un accident, vous n'avez pas besoin d'être traité pour ça. Donc, vous aurez forcément à payer et on ne vous remboursera pas au niveau de l'assurance. Aussi, l'avortement en Corée, c'est encore hyper bancal. Il n'y a pas encore de loi qui encadre l'avortement.
Moi, dans mon entourage, après c'est aussi un sujet tabou bien évidemment, je n'ai jamais entendu parler de personne qui s'est fait avorter en Corée du Sud. Peut-être que c'est arrivé, mais voilà, je n'ai jamais entendu parler. Donc, je vous conseille quand même de bien prendre vos précautions ou par exemple de vous faire poser un stérilet ou c'est quoi le truc là, l'hormone là, dans le bras, etc. Regardez bien quel type de protection sera mieux pour vous, mais en tout cas, essayez d'arriver en Corée du Sud si vous êtes activement sexuel avec une protection qui est autre que voilà, la capote, s'il vous plaît. Pour tout ce qui est vêtements, je vais vous conseiller d'emmener tout type de vêtements, vu qu'en Corée du Sud, on a des saisons très distinctes. Vous aurez besoin effectivement de tout type de vêtements, été, hiver, printemps et automne. Mais en priorité, je vais quand même vous conseiller d'emmener, à part les vêtements, voilà, mis à part les vêtements que vous aimez vraiment beaucoup, je vais vous conseiller d'emmener des vêtements d'hiver parce que, à mes yeux, en tout cas, les vêtements d'hiver, c'est toujours ce qu'il y a de plus cher, voilà, et en hiver, on a quand même vraiment besoin de se vêtir puisqu'il fait très froid. On a besoin d'un manteau, on a besoin de bottes, etc. Donc, je vous conseillerais en priorité, même si ça prend de la place dans la valise, d'emmener vos vêtements d'hiver, vos bons vêtements d'hiver. Après, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas un très bon manteau d'hiver, je vous conseille d'attendre d'aller en Corée du Sud pour investir dans ce qu'on appelle un padding. C'est un manteau en fait que les Coréens portent, un manteau long que les Coréens portent pendant tout l'hiver qui en général, s'il est de bonne qualité, vous tiendra bien chaud pendant l'hiver. Enfin, dernière chose qu'il vous faudra bien évidemment, c'est de l'argent, hein. Je vous conseille d'avoir du liquide sur vous parce qu'on ne sait jamais, voilà, quand vous allez arriver en Corée, etc. Vous faites échanger votre argent à l'aéroport et vous avez ce liquide sur vous. Ça peut aussi vous servir pour tout ce qui est caution au niveau du logement. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pas compagnie, mais beaucoup de landlords, donc de propriétaires qui vont vous demander de payer la caution en cash. Et aussi, le meilleur, c'est quand même d'avoir une carte internationale parce que bien évidemment, vous avez l'option sur votre carte bancaire française, l'option internationale. Mais bon, en général, à ce que j'ai compris, et moi pour ma propre banque, les options internationales pour un an, franchement, c'est vite fait, hein, parce que vous avez quand même des frais quand vous retirez de l'argent, vous avez un nombre de retraits imposés, etc. Alors qu'une carte internationale type N26, Revolut, il me semble Boursorama Bank aussi, ça va vous aider en fait à n'avoir pas de frais du tout quand vous allez, par exemple, payer dans les magasins, etc. ou payer en ligne. Et quand vous allez faire des retraits dans les banques coréennes, vous aurez des frais, voilà, des petits pourcentages, etc. Mais ça sera beaucoup plus pratique. Moi, pour ma part, j'utilise N26 et j'en suis très satisfaite. Et voilà, on est prêt à partir. Maintenant, pour tout ce qui est arrivé sur le territoire, comment ça se passe ? À l'arrivée sur le territoire, bien évidemment, vous avez votre petit Visa Grant Notice, n'oubliez pas, ce qui va vous permettre d'activer votre PVT pour les 12 mois à venir. Comme je vous l'ai dit, vous allez échanger vos euros en won. N'oubliez pas ça, c'est super important. Après avoir échangé vos euros en won, je vous conseille, la première chose que je vous conseille de faire, malgré la fatigue, etc., c'est de trouver un Pyeongjom, ce qu'on appelle un Pyeongjom en Corée du Sud, ou un convenience store type 7-Eleven, CNU, etc. Bon, je vais pas citer toutes ces marques, mais voilà, vous trouvez un convenience store et vous allez acheter ce qu'on appelle la T-Money, qui est la carte de transport coréenne qui vous servira dans toutes les villes. Vous pouvez l'utiliser, c'est super. C'est pas comme en France où il y en a une à Paris, une à Lyon, une à Marseille, une je sais où. Vous aurez la même que vous pouvez utiliser sur tout le territoire coréen et qui vous sert pour tout type de transport, mis à part, il me semble, les types de transports privés comme bien évidemment le train ou les bus limousines, etc. Mais voilà, tout ce qui est bus, métro, même le taxi, vous pouvez payer avec cette carte. Seulement, cette carte, voilà, elle est rechargeable avec du cash seulement. Vous pouvez pas la recharger avec une carte de crédit. Donc, vous pouvez la recharger dans les convenience stores et vous pouvez les recharger aux bornes que vous trouverez dans les stations de métro. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez au convenience store, vous achetez cette carte et vous la rechargez directement. Et ça vous permettra, si par exemple, vous devez prendre le métro pour aller sur Séoul, de pouvoir payer en toute tranquillité. D'ailleurs, petit tips vite fait qui n'a pas grand-chose à voir avec la vidéo, mais si jamais vous prenez le bus, vous devez valider votre carte en rentrant et en sortant du bus. N'oubliez pas, c'est super important parce que vous pouvez avoir des petits problèmes après par la suite si vous ne le faites pas automatiquement. Ensuite va commencer le meilleur moment, j'ai envie de vous dire. Bien évidemment, je rigole. Ça va être tout ce qui est installation, donc tout ce qui est démarche d'installation. La première démarche que je vous conseille moi personnellement de faire, c'est d'obtenir un numéro de téléphone coréen.
En général, c'est pas forcément la première démarche qu'on vous demande de faire ou qu'on vous conseille de faire parce que tout simplement, on vous demande d'avoir votre Alien Registration Card, anciennement nommé comme ça, mais maintenant c'est nommé Registration Card, qui est donc votre carte de résident, entre guillemets, coréen pour cette année de PVT. Et on vous demande d'avoir cette carte pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir souscrire à un numéro de téléphone coréen avec une vraie compagnie, ce que moi j'appelle une vraie compagnie. Seulement voilà, vous pouvez aussi avoir accès à tout ce qui est téléphonie prépayée. Donc vous aurez des petits forfaits pour pas cher avec en général internet illimité. Après vous pouvez passer des appels que vers la Corée, envoyer des SMS que vers la Corée et vous avez un nombre d'appels et de SMS limité. Mais bon, en général quand vous avez internet, voilà, qui a encore besoin d'appeler et qui a encore besoin d'envoyer des SMS. Et du coup, je vais vous proposer le magasin Chingu Mobile, d'accord? Chingu Mobile, en fait, c'est une chaîne, voilà, qui est tenue par des Chinois en Corée du Sud, qui a plusieurs magasins, petits magasins. Voilà la carte des magasins. Il y en a dans plusieurs petits quartiers de Séoul. Vous allez là-bas, vous prenez vos forfaits. Ça peut être pour, je crois, il me semble, ça dure de 1 mois jusqu'à 6 mois. Vous avez des prix différents et vous choisissez votre forfait. Et vous êtes tranquille, vous aurez votre numéro directement. Et le petit inconvénient par contre, ça va être en général, puisque moi j'ai jamais réussi à le faire en ligne, soi-disant on peut le faire en ligne mais j'ai jamais réussi à le faire en ligne, c'est qu'il va falloir que vous vous rendiez sur place. Par exemple, si vous avez payé pour 3 mois, il va falloir que dans 3 mois, vous retourniez sur place pour recharger à nouveau votre abonnement. Aussi, il faut savoir que au début, de toute façon, vous aurez votre abonnement seulement pour 3 mois puisque tant que vous n'avez pas la resident card, donc la registration card, comme je vous ai dit, eh ben, vous pouvez être enregistré seulement sur votre passeport en tant que touriste, entre guillemets, puisqu'il n'y a aucune preuve que vous ayez votre visa tant que vous n'êtes pas enregistré pour votre visa. Donc, du coup, il va falloir que vous attendiez d'avoir cette registration card pour retourner au magasin pour faire enregistrer vos informations de registration card. Et là, vous pourrez, normalement, il me semble, vous pouvez garder votre numéro. Et là, vous pourrez payer pour plusieurs mois la prochaine fois, c'est-à-dire peut-être 6 mois, etc., selon le choix que vous avez envie de faire. Ensuite, la prochaine démarche que je vous conseille de faire, c'est de trouver un logement, soit pour le reste de l'année, soit en tout cas pour de longs mois, puisqu'en Corée du Sud, à chaque fois que vous allez devoir déménager, vous allez devoir faire un changement d'adresse sous 14 jours sous peine d'amende. Donc, je vous conseille quand même de trouver un logement qui va vous durer dans le temps parce que sinon, vous allez être embêté à devoir à chaque fois aller changer d'adresse. D'ailleurs, un petit peu plus vers la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment on fait un changement d'adresse. Restez si vous avez besoin de cette information. J'ai déjà fait une vidéo sur les logements en Corée du Sud. Bon, j'avoue, l'aspect visuel n'est pas top, mais c'est une de mes premières vidéos face cam. Donc voilà, soyez indulgents s'il vous plaît. En tout cas, je suis en train de bosser durement maintenant. J'ai déjà fait une vidéo du coup sur les logements à Séoul où je vous explique quel type de logement il y a, même si voilà, j'avais fait un focus sur les colocations à Séoul. Et aussi où vous pouvez trouver des logements. Donc, je vous rappelle, soit sur Craigslist, dans la rubrique, il me semble, housing, rent, etc. De toute façon, je vais vous afficher ici. Et aussi, vous pouvez trouver sur tout ce qui est Airbnb, bien évidemment, mais aussi sur les groupes Facebook type Housing in Seoul, Renting in Seoul, Housing in, je sais pas, Housing in Korea, je sais pas, moi j'habitais à Séoul, donc je regardais pour Séoul. Donc, dans ces groupes, sur Craigslist, sur Airbnb, vous aurez des annonces diverses et variées, notamment sur Facebook, qui pour moi est la meilleure source pour trouver un logement. Vous allez avoir des logements type one room, c'est-à-dire petit studio, chambre tout seul, pardon, et aussi tout ce qui est colocation, voilà, donc tout dépendra, comme je disais dans ma vidéo, mais vous pouvez aller la regarder, du budget, de l'endroit où vous voulez habiter, de si vous voulez vivre tout seul ou pas, etc. Donc, allez regarder ma vidéo, allez écouter ma vidéo surtout. Et ensuite, voilà, vous saurez comment faire pour trouver un logement à Séoul. Alors là, les amis, on va rentrer dans la démarche la démarche la plus enquiquinante, je pense. Bon, après, le compte en banque, c'est aussi un peu enquiquinant. Mais voilà, vous allez aller vous enregistrer pour avoir accès à votre registration card, ou anciennement appelé Alien Registration Card, mais ils ont enlevé le alien, voilà. Hein. Et du coup, cette carte, ça va être votre carte de résident, entre guillemets. Il y aura toutes vos informations dessus. Il y aura votre photo, vos noms, votre adresse,
D'ailleurs, très souvent, ils écorchent les noms, hein, mais bon, ne soyez pas très choqués, surtout si vous avez un nom hyper long, parce que comme vous savez, les Coréens, ils ont des noms très courts. Donc du coup, quand on a un nom super long, en général, ils font des trucs un peu chelous sur la carte. Bref, ne vous étonnez pas de ça, mais ça peut être assez problématique après par la suite quand on va devoir voilà, faire des démarches, etc. avec le nom. Il faudrait que votre nom, à chaque fois que vous utilisez cette carte, soit exactement écrit comme sur la carte. Il y aura aussi votre numéro de résident. Enfin, vous n'êtes pas un vrai résident, mais voilà, vous résidez en Corée pour plus de 90 jours. Donc, voilà, vous avez votre numéro de résident qui va vous servir pour tout, en fait. Quand vous allez faire des démarches, par exemple, vous inscrire à la banque, pour ceux qui m'ont pas écouté, ceux qui veulent un vrai abonnement téléphonique, vous aurez besoin de ça. Pour le travail aussi, on vous demande d'avoir cette carte pour commencer, peut-être pas pour commencer à travailler, mais en tout cas, bah si, pour commencer à travailler, puisqu'il vous faut un contrat pour commencer à travailler. Et pour faire votre contrat, on va vous demander cette carte. Donc, bon, bref. Il faut que vous ayez cette carte. Et aussi, cette carte, elle peut vous servir, les amis. Ça, c'est super cool et c'est super important pour Internet. Tout ce qui est achat sur Internet, c'est-à-dire achat sur Coupang. Pour ceux qui connaissent pas Coupang, c'est un peu comme le Amazon coréen. Ensuite, achat, si vous aimez les concerts, etc., pour acheter des tickets, etc. Et en Corée, en fait, ce numéro de résident qui est sur votre carte, votre compte en banque, ainsi que votre numéro de téléphone, parfois votre adresse, ils sont toujours liés. C'est des trucs qu'on va tout le temps vous demander, surtout sur Internet, quand on va vous demander de vous enregistrer sur telle application, sur tel truc, etc. On va tout le temps vous demander. Donc, c'est primordial d'avoir cette carte. Et aussi, cette carte, il faut la faire le plus rapidement possible. Comment la faire le plus rapidement possible? Alors là, les gens, ça rigole plus. Le premier truc que je vous conseille à faire quand vous arrivez en Corée, dès que vous mettez votre petit pied sur le sol coréen, bien avant d'aller faire la fête, bien avant d'aller visiter, de voir vos amis, si vous avez des amis sur place, etc., c'est d'aller sur le site Hi Korea et de vous enregistrer, de prendre votre rendez-vous pour l'immigration, d'accord? Ça va vous permettre, en prenant ce rendez-vous, justement, d'obtenir votre Alien Registration Card super rapidement, ou plutôt plus rapidement que si vous prenez votre rendez-vous dans des années. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en général, pour prendre rendez-vous, vous avez un temps de délai de 2 à 3 semaines, il me semble. En tout cas, en général, moi, j'ai toujours eu au moins 2 semaines. Donc, si vous faites pas ça, si vous laissez passer du temps, plus vous laissez passer du temps, moins vous aurez votre carte rapidement, moins vous pourrez travailler rapidement, moins vous pourrez commander des choses sur Internet, moins vous pourrez avoir votre téléphonie, votre banque, etc. Donc, c'est le premier truc à faire. Je rigole pas là-dessus, s'il vous plaît, faites-le. Je vous conseille aussi d'avoir en tête le ou les quartiers où vous voulez probablement vous installer à Séoul. Oui, je parle très souvent de Séoul parce que je suis désolée, mais j'ai pas habité dans les autres villes, donc je parle de ce que je connais. En tout cas, voilà, il faudrait que vous ayez en tête où vous voulez habiter puisque quand vous allez prendre votre rendez-vous, on va vous donner le choix entre 2 immigrations, une au sud et une, je sais plus, sûrement au nord ou à l'est, à l'ouest, bref, de Séoul. Et en fait, vous allez être redirigé vers celui du nord ou celui du sud ou celui de je ne sais où là, en fonction de là où vous allez habiter. Donc, je vous conseille quand même de savoir à peu près où est-ce que vous allez habiter. Et je vous conseille aussi, avant votre rendez-vous, d'avoir votre logement. Voilà, comme ça, quand vous arrivez, vous avez déjà toutes vos informations. On va vous rentrer votre adresse sur votre carte. Vous n'aurez pas besoin de faire de changement d'adresse, etc. Ça va être beaucoup plus pratique pour vous si vous avez déjà votre adresse, votre logement. Alors là, on va commencer à rentrer dans tout ce qui est papier à emmener. Donc, je sors ma petite liste. On va vous demander en premier lieu, s'il vous plaît, d'emmener la confirmation de votre rendez-vous. Alors ça, moi, ça m'est arrivé parfois de pas l'emmener, il me semble, et j'ai pas eu de problème. Parce qu'en fait, c'est toujours la galère, on sait jamais comment faire pour l'imprimer, etc. Même là, maintenant, dans ce tuto, je suis désolée, je suis pas très utile, mais je me souviens même plus en fait comment on le fait. Il me semble que c'est à la fin de votre enregistrement, quand vous avez fini de vous enregistrer en ligne pour votre rendez-vous, vous avez sûrement peut-être un petit document PDF ou une petite photo, etc., qui va vous permettre en fait de montrer que vous avez bien pris rendez-vous. Sinon, moi, ce que je faisais, c'était que je screenshotais aussi. Voilà, je screenshotais tout. Comme ça, j'étais sûre, je pouvais montrer, etc. Mais il faut que vous emmeniez ce document de manière imprimée. Ensuite, vous devrez emmener une photo d'identité. Ça tombe bien, normalement, vous avez fait des photos que vous pouvez seulement utiliser en Corée du Sud. N'est-ce pas? Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous saurez de quoi je parle. Donc, vous devez emmener une photo et vous aurez un application form encore à remplir. Il me semble que c'est pas exactement le même que celui de la dernière fois, mais bon, c'est assez similaire. Donc, dans ma vidéo précédente, je vous expliquais comment remplir l'application form. Après avoir été enregistré sur le site, normalement, vous avez accès
à cette application form. Donc, soit vous le téléchargez et vous le remplissez et vous l'emmenez, ce que je vous conseille quand même de faire, ça sera beaucoup plus pratique. Ou soit vous arrivez beaucoup à l'avance le jour de votre rendez-vous et vous pouvez aussi le remplir sur place, d'accord? Si vous avez besoin d'assistance, vous pourrez regarder ma vidéo tout en le remplissant chez vous. Ou même, regarder ma vidéo à l'immigration, je ne sais pas si ça vous fait plaisir. Mais voilà, en tout cas, comme je vous disais, dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué comment remplir un application form typique. Et du coup, vous pourrez réutiliser ces informations-là pour remplir de nouveau ce nouvel application form. Ensuite, bien évidemment, vous aurez besoin de votre passeport. Vous aurez besoin aussi de votre visa grant notice, bien évidemment. Et on vous demande aussi une photocopie de votre passeport. Ensuite, on va vous demander de ramener votre Work and Travel Activity Plan, d'accord? Vous l'avez déjà fait normalement, donc vous l'imprimez, vous le ramenez. Et aussi, bien évidemment, tout ce qui est justificatif de logement, c'est-à-dire si vous vivez tout seul, vous avez votre propre logement, un contrat, le contrat que vous avez passé avec votre propriétaire. Si vous vivez en Goshi One, Airbnb, hôtel, je ne sais pas trop, une preuve de cette réservation. Mais par contre, là où ça peut devenir très très enquiquinant, c'est si vous vivez chez quelqu'un, puisque cette personne va devoir venir avec vous pour pouvoir rentrer ces informations sur une borne spéciale et justifier que vous vivez bien chez cette personne. Donc, elle doit vous accompagner. Alors, la dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un timbre fiscal. Le timbre fiscal s'achète sur place. C'est-à-dire que vous allez à l'immigration bien à l'avance. Allez à l'avance, les gars. Ne jouez pas avec ça parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez probablement devoir remplir l'application form sur place. Et le timbre fiscal, c'est mieux que vous l'achetiez avant. Parce que sinon, quand vous allez arriver devant la personne, vous allez lui donner vos pièces justificatives. Elle va vous dire, mais monsieur, madame, il va encore falloir que vous alliez acheter le timbre fiscal. Donc, vous allez redescendre parce qu'en général, c'est pas au même étage. Et ensuite, vous allez devoir remonter. Il y aura probablement quelqu'un qui aura pris votre place, vous allez devoir attendre, ensuite vous allez devoir passer après cette personne. Enfin bref, voilà. Donc je vous conseille de l'acheter à l'avance et surtout c'est un peu la galère pour trouver. En tout cas, moi j'ai galéré plusieurs fois. Il me semble que vu que vous avez deux immigrations différentes, il me semble qu'il y a à une immigration, c'est au guichet. Donc vous allez au guichet, normalement vous devez payer 30 000 won. D'accord? Ça sera 30 000 won pour votre visa. Au guichet, on va vous demander du cash, d'accord? Il me semble que c'était comme ça qu'on faisait. On vous demande du cash et voilà, on vous donne le timbre fiscal. Et il me semble que pour la seconde immigration, donc le deuxième building immigration qui est dans une autre partie de Séoul, c'était à une borne. Donc, je me souviens plus si j'avais payé en cash ou si j'avais payé en carte. Mais voilà, moi je vous conseille d'avoir le cash de toute façon. Donc vous allez à cette borne et vous faites tout ce qui est inscrit sur la borne et vous récupérez ce timbre fiscal qui est aussi de 30 000 won. De toute façon, dans tous les cas, il est de 30 000 won. En tout cas, si vous avez un peu peur, vous savez pas trop, vous avez pas trouvé, c'est pas grave puisque quand vous allez vous présenter devant la personne, comme je vous l'ai dit, ils vous diront de toute manière qu'il faut que vous alliez l'acheter. Donc juste faites attention, essayez d'arriver à l'avance et de repérer les lieux et de trouver, peut-être même de poser la question à quelqu'un pour avoir ce timbre fiscal de près et perdre moins de temps, on va dire. Du coup, quand vous arrivez aussi à l'immigration, comment ça se passe? C'est que à l'entrée de notre salle, puisqu'il me semble qu'il y a un bureau des résidents pour les Chinois et un bureau des résidents pour les autres foreigners, donc ne vous trompez pas. À l'entrée de notre salle à nous, donc pour les autres types de foreigners, vous aurez une liste, d'accord, papier, voilà, vous essayez de trouver comme un pupitre là, où vous aurez une liste et vous essayez de trouver votre nom. Vous aurez aussi votre heure de passage, etc. Mais vous aurez surtout un numéro qui vous correspond. Et en fait, il vous faudra juste attendre. Donc, vous attendez, vous asseyez. Je ne sais pas ce que vous faites en attendant. Vous remplissez l'application form ou je ne sais quoi. Et vous attendez qu'on vous appelle. De manière générale, ils sont toujours en retard. Moi, j'ai jamais eu un moment où je suis arrivée et à mon heure précise, je passais. J'étais toujours en retard de 20, 30 minutes, parfois un peu plus, etc. Mais venez quand même à l'avance, quitte à attendre, franchement. Parce que si jamais vous ratez votre rendez-vous, si jamais votre numéro s'affiche et que on passe au suivant, c'est mort. Vous devez reprendre votre numéro en ligne, vous devez reprendre un nouveau rendez-vous. Donc venez quand même à l'avance, ne soyez pas en retard, sinon faut tout refaire. Du coup, vous attendez comme je vous ai dit et après quand on vous appelle, quand on appelle votre numéro, vous allez vous présenter vos pièces et ensuite à la fin, normalement, on va vous remettre un papier qui dit que vous avez bien fait votre demande de registration card parce qu'on ne vous remet pas la carte directement. Aussi, cette carte, elle peut soit vous être livrée chez vous. Il me semble que ça, c'est au moment où vous achetez le timbre fiscal. Vous payez un petit peu en plus. Soit on vous l'envoie par la poste ou soit vous venez, vous vous déplacez 1 mois, 3 semaines après. On vous l'envoie ou vous venez le récupérer à l'immigration directement.
Et petit bonus aussi, là normalement vous êtes en train de faire vos démarches, vous ne partez pas encore, mais cette carte, il faudra que vous la rendiez quand vous partez de la Corée, c'est-à-dire quand vous serez à l'immigration pour prendre votre avion, etc. dans l'aéroport. Il faudra que vous rendiez cette carte, ne l'oubliez pas, c'est super important. La prochaine démarche que je vais vous présenter, ça va être l'ouverture de votre compte en banque. Pour ouvrir votre compte en banque, comme je vous l'ai dit, il va vous falloir votre registration card, il faudra votre numéro de résident qui est sur votre registration card et il vous faudra aussi un numéro de téléphone, une adresse, etc. Et il y a même des banques qui sont un peu ennuyantes, voilà, qui sont un peu enquiquinantes, qui vont vous demander d'avoir votre travail. Bon, si vous voulez vraiment, vous pouvez essayer d'insister, mais après vous avez des banques qui sont un peu plus friendly que d'autres. Par exemple, moi je suis à la Ouri et voilà, j'ai jamais eu de problème. J'avais même fait avant d'avoir mon travail, mon compte en banque et je n'ai pas eu de problème. Après, du coup, pour ouvrir votre compte en banque, de quoi vous aurez besoin, de quels documents vous aurez besoin? Votre passeport, bien évidemment aussi. Et enfin, vous aurez aussi besoin d'une somme. Bien évidemment, il faudra bien qu'on mette un peu d'argent sur ce compte. Enfin, on va pas vous ouvrir votre compte avec 0 € dessus. Donc, vous aurez besoin, voilà, de déposer une certaine somme. Donc, je vous propose de ramener du cash pour leur donner. En gros, la démarche, elle se fait comment? C'est que vous aurez des papiers à signer, hein, vous aurez tout un tas de papiers à signer. Ça remonte, donc j'ai un peu oublié, mais il me semble qu'on m'avait même donné comme un document type, voilà, pour que je sache comment remplir, parce que bien évidemment, le papier, il n'est pas en anglais, il est en coréen. Donc, on m'avait donné un document type, un dossier type, pour que je sache où remplir, où signer, ce qu'il fallait que je mette exactement. Voilà, donc après, je sais pas, ça doit diverger en fonction des banques. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez un souci, n'hésitez pas à y aller avec quelqu'un qui parle coréen ou bien à demander de l'aide sur place. Sinon, vous changez de banque, clairement. Hein. Si jamais ils sont pas capables de vous aider, à ce moment-là, c'est que vous aurez jamais la possibilité d'être aidé et accompagné de manière correcte dans cette banque. Donc, je vous conseille de changer. Et quand je dis banque, je ne parle pas de l'enseigne de la banque, mais je parle de la banque physique, c'est-à-dire le building, hein. Par exemple, votre banque, moi je suis à la Uli. À la Uli, je sais qu'il y en a un près de Sogang, l'université de Sogang. Je sais qu'il y en a un près de Hannam-dong, près de Itaewon. Je sais qu'il y en a un à Hongdae. Voilà, donc je vais dans différentes branches selon l'endroit où je suis, voilà, selon là où je me balade, etc. Du coup, il faut savoir que pour avoir accès à votre compte, ça sera super rapide. Vous aurez votre carte normalement directement. Et aussi, je fais une petite parenthèse, il me semble que vous pouvez demander ou alors qu'on vous proposera l'option de pouvoir justement utiliser votre carte bancaire en tant que moyen de transport. Et ça, les gars, ça change une vie. Voilà, vous avez même plus besoin d'avoir votre T-Money à ce moment-là, vous aurez juste votre carte bancaire à passer quand vous prenez les transports en commun. Seulement, il faut faire super gaffe parce qu'en fait, vous serez débité. Ah, j'ai du mal avec ce mot, wesh. Débité tout d'un coup au premier du mois, il me semble. Moi, en tout cas, c'est au premier du mois, vous serez débité. C'est pas grave. Vous allez avoir tout l'argent qui va sortir d'un coup de votre compte. Donc, il faudra faire attention à la date où on va vous retirer tout cet argent, de bien avoir de l'argent sur votre compte. Ensuite, super important aussi, si jamais vous voulez avoir votre application bancaire sur votre téléphone, il me semble que c'est que en présentiel, c'est-à-dire c'est que in real life que vous pouvez le faire. Donc, quand vous vous inscrivez aussi, vous demandez à la personne qui vous aide, qui vous sert, de vous aider à vous inscrire, voilà, à installer cette application sur votre téléphone. Il me semble qu'il y a plein de choses à signer, il y a des codes, etc. Donc, il faut le faire in real life. Et du coup, surtout, n'oubliez pas. Par contre, l'application, elle sera que en coréen. Mais voilà, au moins, vous pouvez avoir votre solde. Et si jamais vous comprenez un petit peu, si vous avez un ami et tout, il pourra vous aider, vous expliquer comment on fait un virement. Moi, c'est comme ça. Hein. C'était une de mes collègues qui m'avait expliqué comment on fait un virement. Et après, j'ai juste retenu, ça se fait comment, etc. Et puis, j'ai pu le faire facilement avec mon application. Là, on en a fini pour les vraies démarches. Mais ensuite, la démarche la plus importante que vous aurez à faire, je suppose, sauf si vous avez vraiment beaucoup d'argent, ça va être de trouver un travail. Alors, trouver un travail en Corée du Sud, il paraît qu'en ce moment, c'est assez difficile. Moi, je vais pas vous mentir, quand je suis allée pour faire mon PVT, j'avais déjà un travail de près puisque quand j'avais été étudiante en langage coréen, j'avais déjà trouvé un travail. Donc, quand je suis retournée, j'ai eu ce travail qui m'attendait encore. Et ça n'a pas été très difficile. Un travail dans la restauration, ça n'a pas été très difficile pour moi de trouver du travail puisqu'il était déjà là. D'ailleurs, vu que je parle de visa pour tout ce qui est langage coréen et aussi du travail que j'ai eu en Corée du Sud, je pense dimanche prochain vous sortir une vidéo. Je ne sais pas du coup sur
lequel de ces deux thèmes, mais en tout cas je pense vous faire une vidéo sur un de ces thèmes, soit sur comment on fait, etc. pour étudier le coréen en Corée, ou soit une petite story time sur la fois où je me suis fait virer de mon travail, les amis. Si ça vous intéresse, voilà. Ou sinon en commentaire vous pouvez me dire laquelle vous intéresserait le plus, mais je pense que voilà, je vais sortir une de ces deux vidéos la semaine prochaine, dimanche prochain, donc prenez le rendez-vous. Déjà, pour tout ce qui est travail en Corée, je vais commencer par vous rappeler que vous n'avez que 25 heures de travail possible quand vous venez en PVT. Vous n'avez le droit de travailler que 25 heures, ce qui est peu. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'argent de côté. Après, très honnêtement, il y a beaucoup de gens qui travaillent plus que ça. Si vous décidez en votre âme et conscience de travailler plus que 25 heures, faites très attention à vous parce que vous pouvez être expulsé si vous décidez de travailler plus que ça et bien évidemment avoir une amende qui va avec. Voilà, pourquoi se priver de vous taxer de l'argent? C'est normal, vous ne respectez pas la loi, donc on va vous punir. Vous n'avez pas le droit aussi d'exercer certains métiers, les métiers très spécifiques comme avocat, médecin, ce type de métier. Mais aussi, surtout, s'il vous plaît, mais vraiment, là, je rappelle un grand rappel. Surtout, ne donnez pas de cours de français. Alors, il me semble qu'il y a des moments où c'est possible et des moments où c'est pas possible. Moi, je vous recommande de ne pas le faire du tout parce que c'est interdit. Dans certaines circonstances, c'est plus que super interdit. Et en fait, vous pouvez, pareil, avoir des amendes et vous faire expulser parce que vous avez donné des cours de français. Donc moi, je vous recommande, au lieu d'aller chercher dans quelles circonstances vous pouvez, quelles circonstances vous ne pouvez pas, de ne pas le faire. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Et quand je dis pas de cours de français, c'est pas de cours d'anglais, pas de cours d'espagnol, pas de cours de portugais ou je ne sais quoi. Aucun cours de langue. Parce que, en fait, si vous voulez donner des cours de langue, il faut que vous ayez un visa spécifique, un visa spécial pour ça. Or, vous êtes en PVT, c'est pas le cas, vous n'avez pas ce visa. Ensuite, il me semble que pour l'entertainment, c'est un peu pareil. J'ai vu des informations complètement différentes. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le droit de travailler dans l'entertainment. Par entertainment, j'entends tout ce qui est modèle, acteur, chanteur, enfin tout ce qui est voilà, tout ce qui est représentation de vous-même, voilà. En tout cas, comme je vous le dis, il y a des informations de partout. On vous dit qu'un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, mais normalement pour faire ça, il faut que vous ayez un visa spécial. Donc pareil, je vais vous recommander de ne pas le faire, même si je pense que au niveau du modeling, de l'acting, etc. Ça sera un peu plus difficile de vous choper entre guillemets si vous le faites. Mais par contre, si jamais par la suite, vous voulez utiliser ces expériences, par exemple, pour transformer votre visa en un visa E6, donc un visa entertainment, voilà. Bof, c'est pas une très bonne idée parce que ils peuvent très bien, en fait, vous mettre une amende. C'est-à-dire que, en fait, vous leur prouvez que vous avez travaillé dans l'entertainment sans avoir un visa entertainment. Donc moi je vous conseillerais de ne pas le faire ou en tout cas si jamais vous allez basculer sur un visa E6 plus tard, de ne pas leur donner ça comme preuve d'expérience. Donc la plupart d'entre nous clairement on finit où? On finit par faire de la restauration, c'est-à-dire soit on est en cuisine, soit on fait le service, soit on fait la plonge, je ne sais pas trop. Soit on peut faire aussi du babysitting. Ça, j'ai entendu pas mal de cas de personnes qui faisaient du babysitting. Il y a aussi tout ce qui est nettoyage de guest house, de Airbnb. Ou il y a encore, bien évidemment, tout ce qui est monde de la nuit. Il y a pas mal d'entre vous qui voudront travailler dans le monde de la nuit. Et quand je dis monde de la nuit, attention, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire plutôt dans tout ce qui est, par exemple, attirer des clients. Par exemple, on va vous demander d'aller distribuer des flyers, etc. Ou bien vous pouvez aussi avoir tout ce qui est serveur la nuit et tout. Après, il faudra faire attention parce qu'il me semble que peut-être pas pour le PVT, mais il me semble qu'il y a des restrictions sur tout ce qui est service d'alcool, c'est-à-dire servir de l'alcool. Mais il me semble que ça, c'est quand on est étudiant. Quand on est en PVT, il me semble que c'est OK. Mais faites quand même attention, voilà, à tout ce qui est service d'alcool. Ensuite aussi, rare cas, moi j'ai entendu des gens qui, voilà, mais ça c'était plutôt par le bouche à oreille parce qu'ils avaient des amis et tout. Ils étaient vendeurs, vendeuses dans des magasins, voilà. Si vous parlez très bien coréen, pourquoi pas aussi essayer les convenience stores, hein. Moi, je suis souvent dans les quartiers genre Itaewon, à Itaewon, là où j'habitais à Bogwangdong. Les meufs qui me servaient, oui parce que c'était des meufs, excusez-moi, mais du coup les meufs qui me servaient, c'était pas des coréennes, c'était des étrangères. Après c'était pas des françaises et tout, c'était plutôt tout ce qui était Ouzbékistan, j'ai l'impression, ou tout ce qui était chinois aussi. Mais voilà, c'était pas des coréennes, c'était pas des coréens, donc voilà, il y a aussi cette possibilité.
Petit à part, quand vous postulez, bien évidemment, vous aurez besoin de votre CV. En Corée, le CV, il est assez épuré. Je vous mets un exemple du CV coréen. On vous demande pas forcément de faire un CV coréen, vous pouvez faire votre CV en anglais, mais franchement, sachez que vous n'avez pas besoin de vous donner beaucoup de mal avec des couleurs, des petites photos, des petits dessins, etc., des petites images. Vous pouvez faire un truc hyper simple, noir et blanc, avec des petites lignes, sans photo. Et sans problème, on va s'intéresser à votre CV, puisqu'on va s'intéresser à ce qu'il y a dedans et pas forcément à l'apparence de votre CV. Maintenant, je vais vous dire où trouver du travail. Je pense que c'est ce que vous attendez de tout ce blabla sur le travail que je viens d'avoir. Où trouver du travail? Alors, clairement, moi, j'ai eu, entre guillemets, de la chance. C'est-à-dire que mon premier travail, en fait, j'ai postulé sur Craigslist. J'avais postulé à plein de trucs. Personne ne m'a jamais répondu et il y a un mec, clairement, un mois après, il m'a répondu, il m'a dit « Est-ce que tu veux venir travailler ?» J'ai dit oui et voilà, c'était fait. J'ai même pas passé d'interview et mon patron, en fait, mon ex-patron, c'était un Anglais et sa femme, elle était coréenne. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des facilités, j'ai pas eu d'interview et tout. J'ai des amis qui m'ont dit, ils ont eu des interviews en coréen parce qu'en général, si c'est surtout dans du service, on va vous demander de savoir parler un minimum coréen. Franchement, vous arrivez là, vous devez servir des clients coréens, vous parlez pas coréen, comment vous faites? Vous pouvez pas. Donc voilà, on va vous demander, on va vous poser des questions en coréen, etc. Ou aussi, si c'est pour travailler par exemple à Itaewon ou dans un restaurant français, etc. Peut-être qu'on vous demandera pas forcément de parler un coréen extrêmement bon. On vous demandera pas de faire une interview en coréen, mais on vous demandera de faire une interview en anglais. Du coup, tout ce petit blabla pour vous dire que moi, en fait, j'ai eu très facilement sur Craigslist. Donc voilà, je vous recommande Craigslist, de chercher les annonces dans la rubrique, il me semble, Work, ou je sais pas, mais bref, je vais vous mettre la rubrique juste ici, le nom de la rubrique juste ici. Et voilà, après, j'ai trouvé mon premier travail. Mais mon deuxième travail, je l'ai eu grâce au bouche à oreille. Ça, pour moi, c'est le plus important, c'est le plus efficace pour trouver du travail. Mais malheureusement, nous sommes très souvent entourés de Français qui font du gatekeeping, c'est-à-dire que, en gros, ils ne veulent pas donner leurs secrets parce qu'ils ont peur, ils sont en compétition, voilà. Les Français en Corée, on est tous en compétition pour je ne sais pas quoi, pour être le meilleur Français en Corée, pour avoir les meilleures opportunités, etc. Donc, en général, personne ne vous dit, voilà. À part si c'est quelqu'un qui va s'en aller et qui ne reviendra pas en Corée. Moi, j'ai une amie, voilà, merci beaucoup Mathilde si tu regardes cette vidéo, qui vous donne, par exemple, accès à leur ancien travail, voilà, qui vous dit, pourquoi pas me remplacer, etc. Donc, voilà, les Français, en général, on ne dit rien, on est des tombes. Ce qui peut être compliqué. Après, par exemple, pour mon deuxième travail, moi, c'était ma coloc qui était donc allemande, donc j'avais de la chance, elle n'était pas française, qui m'avait recommandé et j'ai pu travailler une fois de plus dans la restauration comme ça. Et moi, je vous conseille, voilà, de vous faire votre réseau. De toute façon, dans la vie, c'est super important, c'est toujours important de se faire un réseau, de se créer un réseau, parce que c'est comme ça qu'on aura des opportunités et surtout, pour le travail, c'est le plus facile. Enfin, il y a quelque chose que je vais pas forcément vous recommander, mais vraiment si vous êtes dans la galère, dans la dèche, etc. Vu que vous venez d'entendre tout mon petit blabla sur les Français en Corée, je vais vous recommander de travailler dans des entreprises françaises, notamment dans des restaurants français. J'ai souvent eu des très mauvais retours là-dessus. Donc, très mauvais ou passablement mauvais, pas forcément très mauvais. Mais voilà, j'ai souvent eu des retours assez mauvais, les patrons qui vous exploitent, qui sont pas sympas. Et encore, ça, c'est des patrons français, hein. Voilà, hein. Donc, je vous conseille pas forcément, mais si vraiment vous êtes dans la dèche, vous allez poser vos CV dans les restaurants français, peut-être dans des entreprises, si jamais vous avez un thème en particulier, un métier en particulier que vous visez. Bien évidemment, un métier qui n'est pas hyper spécifique. Mais si vous avez une compagnie française que vous connaissez dans laquelle vous voulez travailler, vous allez déposer un CV, etc. Ça peut être aussi une bonne solution. Ensuite, vous avez fait toutes les démarches les plus importantes que vous avez à faire. Comment va se passer le reste de votre vie, le reste de votre année en PVT en Corée? Alors, vous pouvez, pour certains, il y en a pas mal qui font ça, étudier le coréen pendant votre année en Corée. Donc, comment étudier le coréen en Corée? Comme je vous l'ai dit, je vais probablement faire une vidéo plus détaillée sur comment étudier le coréen en Corée. En tout cas, si ça vous intéresse, voilà, je la ferai cette vidéo. Et là, je vais quand même vous expliquer dans les grandes lignes comment vous pouvez faire. Donc, soit vous pouvez vous inscrire dans une université,
Les deux plus grandes universités, les universités les plus connues pour tout ce qui est apprentissage coréen, ça va être Sogang et Yonsei. Après, vous avez aussi d'autres universités comme Hongik University ou Ewha University. Enfin voilà, vous avez plusieurs universités où vous pouvez vous inscrire. Sachant qu'en général, les universités, sauf si c'est vers la fin de Séoul, c'est vraiment dans le centre de Séoul, c'est-à-dire Hongdae, Sinchon, etc. C'est hyper cher, c'est hyper cher. Moi, je suis allée à Sogang, même si j'ai été très satisfaite de la méthode, il faut savoir que pour 3 mois, je payais 1500 euros. Et quand je vous dis 1500 euros, c'est juste les frais d'inscription. C'est-à-dire qu'après, vous avez encore les livres à acheter, etc. Surtout que 3 mois, c'est un seul level. Ça veut dire que vous avez 7 levels, par exemple, à Sogang. Un level niveau 1, 3 mois, 1500 euros, plus les livres qui sont à acheter. Après, vous avez aussi une solution un peu plus abordable, ça va être de vous inscrire dans des instituts. Sauf que le problème, c'est que là où les universités, c'est un peu à temps plein, c'est-à-dire que c'est du lundi au vendredi, en général de 9h à 1h de l'après-midi, donc 4h la matinée. Les instituts, ça va être un peu plus dispersé au niveau des horaires. Ce qui peut aussi vous rendre service. Si vous travaillez, vous voulez juste apprendre un petit peu le coréen, vous allez progresser un peu moins rapidement. Mais voilà, les instituts, ça va être un peu moins d'heures de coréen d'apprentissage. Alors là, c'est la liste que j'ai trouvée sur pvtiste.net des meilleurs apparemment instituts où vous pouvez vous inscrire. Donc n'hésitez pas, si par exemple vous voulez vous inscrire dans ces instituts-là, à les contacter et voilà, vous inscrire une fois que vous arrivez en Corée pour votre PVT. Ensuite, une autre démarche par contre que vous aurez à faire au cours de votre année et non pas quand vous vous installez, ça va être l'annulation de votre assurance maladie coréenne. En fait, il faut savoir qu'au bout de 6 mois ou plus, moi par exemple, c'était presque à la fin de mon voyage que j'ai reçu ce petit courrier de la National Insurance of Korea, enfin je sais plus comment on dit, bref. Et du coup, en fait, ils m'ont envoyé ce courrier pour me dire qu'il fallait que je paye l'assurance maladie coréenne. Sauf que, comme vous le savez, français en PVT égale avoir son assurance maladie, rapatriement et hospitalisation. Donc pourquoi vais-je m'enquiquiner à payer votre assurance maladie coréenne qui, soit dit en passant, est hyper chère? C'est normal, c'est une assurance, voilà. Enfin bon, après en France, nous, on est bien lotis, mais en Corée, voilà, ils doivent payer assez cher. Donc clairement, si vous voulez éviter à avoir à payer votre assurance, et faites-le, parce que ça va pas s'effacer tout seul, ça va pas partir tout seul. Si vous ne le faites pas, en gros, vous risquez des amendes si vous n'annulez pas votre demande, parce qu'en fait, tous les impayés que vous aurez, ça va vous engendrer des amendes. Donc, faites-le dès que vous recevez le courrier de la National Insurance de la Corée. Vous allez à Shindolim, je vous mets l'adresse ici. C'est dans le quartier de Shindolim à Séoul. Et en fait, dans ce building où vous aurez l'étage qui est réservé à la National Insurance, et spécialement c'est pour les étrangers. C'est pour ça qu'il faut aller à Shindolim, parce qu'en fait effectivement vous avez possibilité de retrouver la National Insurance à proximité peut-être de chez vous, ou en tout cas plus près que Shindolim, mais cette branche là c'est vraiment pour les étrangers, donc il faut absolument se rendre dans ce quartier-là et vous allez là-bas et vous leur dites voilà, moi je suis français en PVT, j'ai déjà payé mon assurance. Emmenez vos documents, votre preuve d'assurance en anglais, etc. Je me souviens plus exactement quand je l'ai fait, si je l'avais présenté. Mais en tout cas, emmenez vos documents, emmenez votre Alien Registration Card, bien évidemment, ne l'oubliez pas, votre passeport et aussi votre preuve d'assurance. Comme ça, vous montrez à la personne, si jamais elle vous demande de montrer vos pièces justificatives, vous pouvez lui présenter et lui dire, moi je suis français en PVT, donc s'il vous plaît, enlevez-moi tout de suite cette assurance coréenne que je n'ai pas à payer. Et normalement, elle vous répondra que c'est la dernière fois que vous pouvez annuler cette assurance coréenne. C'est-à-dire que si la prochaine fois que vous revenez avec un autre visa en Corée du Sud, vous ne pourrez plus annuler cette assurance et vous devrez la payer. Voilà. Ensuite, autre petite démarche que vous pourrez avoir faire, c'est le changement d'adresse. Comme je vous l'ai dit, le changement d'adresse se fait toujours sous 14 jours. Pareil, sous peine d'amende. Donc, si vous voulez pas payer une fois de plus, faites-le rapidement. Normalement, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? On va vous demander d'aller dans un community center. Donc, ça va être une petite sous-branche de l'immigration qui va être près de chez vous. Je vous conseille d'aller près de votre nouvel appartement, de votre nouvel endroit de résidence. Et ensuite, vous emmenez les papiers suivants. Donc, votre passeport, bien évidemment, votre registration card, votre justificatif de domicile, en tout cas, votre
contrat, c'est-à-dire votre nouveau contrat pour votre nouvel appartement, ou la preuve de paiement si vous êtes en guest house, etc. Comme d'habitude, ça c'est la même chose. Et vous allez encore avoir un petit application form que vous pourrez télécharger à l'avance. Et après, franchement, moi je vous dis pourquoi vous enquiquinez à l'imprimer. Vous allez sur place et vous remplissez le document. Mais par contre, effectivement, si vous devez le remplir sur place, vous allez perdre un peu plus de temps. Moi, je l'ai fait. Il me semble que ça m'avait pris à peu près 30 minutes. 30 à 45 minutes, etc. pour faire le changement parce qu'après, il a fallu aussi qu'elle change l'adresse sur la carte et tout. Et puis, ils étaient pas très, très rapides, clairement, là où je suis allée. Donc, voilà, il faut libérer ce temps pour faire votre changement d'adresse. Voilà, il vous reste à vous amuser. Ce qu'on oublie le plus souvent, ce dont on ne parle pas assez. Amusez-vous, profitez. N'oubliez pas malheureusement, si vous voulez beaucoup voyager, qu'il y a ce petit changement d'adresse qui peut être un peu énervant. Donc, je vous conseille d'avoir une adresse fixe et de voyager sporadiquement, c'est-à-dire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, à des moments différents, plutôt que de vraiment déménager à l'autre bout de la Corée, à tout bout de champ. Ensuite, vous pouvez aussi voyager en dehors de la Corée, vous avez un visa à entrée multiple. Pourquoi ne pas en profiter? Donc moi je vous conseille, si vous avez les sous, bien évidemment une fois de plus, d'aller au Japon, d'aller à Singapour, pourquoi pas en Thaïlande, etc. Voilà, juste faites-vous plaisir. Voyager en Asie parce que peut-être que ce sera la seule chance que vous aurez de voyager en Asie. Donc profitez bien pour voyager. Et enfin, à la fin de votre PVT, qu'est-ce que vous devez faire? Rentrez chez vous, pleurez toutes les larmes de votre corps, je ne sais pas, non. Allez, on va essayer de rester positif quand même si voilà, moi je suis dans ma fin de PVT, je suis rentrée chez moi, je sais ce que c'est assez déprimant. Donc j'espère que pour vous ça ira, que vous aurez des nouvelles opportunités quand vous rentrerez en France ou si vous allez dans d'autres pays. Je pense que le mieux c'est de rester occupé. Et aussi une petite chose que j'ai pas dit, vous ne pourrez pas changer de visa sur le territoire coréen, donc vous êtes obligé de sortir du territoire, bien évidemment, pour pouvoir éventuellement retourner en Corée. Et ensuite, une petite chose technique, c'est que quand vous allez passer la douane, vous allez passer l'immigration pour aller prendre votre avion, on va vous demander de rendre votre carte, votre registration card. Donc, ne l'oubliez pas, d'accord? Ne l'oubliez surtout pas. Il me semble d'ailleurs que si jamais vous la perdez et que à l'immigration, vous ne pouvez pas la rendre, vous allez devoir payer une amende. Il me semble que c'est 50 000 won ou un truc comme ça, je me souviens plus trop. Ou alors, c'est le prix pour la refaire, je me souviens plus. Peut-être que je vais faire un peu des amalgames. Mais en tout cas, on va vous demander de la rendre parce que vous quittez le pays. En fait, même si jamais vous allez revenir avec un autre visa en Corée du Sud par la suite, il faudra que vous la rendiez et que vous en refassiez une autre. Donc, n'oubliez pas de ramener votre alien card et de la rendre. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vous ai présenté toutes les démarches que vous devez faire et aussi tout ce qui est vie durant votre PVT en Corée du Sud. J'espère, une fois de plus, que vous allez vous amuser, que vous n'allez pas avoir trop de galères, que votre PVT va très bien se passer et je l'espère très fort, je croise les doigts pour vous. Je ferai des petites prières, j'allumerai des petits cierges à l'église pour vous, en tout cas. Voilà, j'espère que tout se passera bien et que vous aurez des super expériences, des super souvenirs grâce à ce voyage en Corée du Sud. Comme je vous l'ai dit, je vais vous retrouver la semaine prochaine. Je vous dis plus forcément dimanche. Dimanche, c'est dans mes plans. En général, je souhaite sortir une vidéo tous les dimanches, mais voilà, j'ai des problèmes d'ordinateur. Donc, mon ordinateur me lâche quasiment toutes les 5 minutes. Donc, j'ai un peu du mal à travailler sur tout ce qui est montage. Et vu que j'essaie de faire des meilleurs montages, c'est un peu la galère. Donc, j'essaierai de poster dimanche soit ma vidéo sur comment étudier le coréen en Corée, soit ma vidéo story time sur quand je me suis fait virer en Corée. Et j'espère que vous attendrez cette vidéo, que vous la regarderez, que vous la partagerez, je ne sais pas, que vous likerez. D'ailleurs, la même pour cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de force. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain ou à la semaine prochaine.